Salut YouTube. Donc nous arrivons à la dernière partie du programme de première et pour les gens qui ont un petit peu souffert dans la partie géométrie, etc. Dites-vous que en fait la partie géométrique c'est la partie finalement qui est la plus intuitive, contrairement à ce que vous pourriez penser. On aura le temps d'y revenir et vous verrez que en fait eh ben, c'est la partie la plus concrète finalement. Mais néanmoins la probabilité et la statistique c'est celle que oui en apparence ça a l'air la plus concrète et la plus utilisée dans la vie de tous les jours, et ainsi de suite. Et donc, on va rentrer là-dedans. Alors, donc on va commencer par la notion de probabilité conditionnelle, qui est en fait extrêmement simple. C'est vrai que j'avoue que les probabilités conditionnelles pourraient être étudiées plus tôt, mais il faut savoir que historiquement, les probabilités ont démarré. La première théorisation, c'est le dialogue entre Pascal et Fermat, donc entre le 16e et le 17e siècle. Et c'était à propos des jeux de hasard, donc des jeux d'argent. D'accord. C'était le chevalier de Méret qui était venu voir euh, Pascal ou Fermat. Pascal, je pense, parce que c'est Pascal qui devait habiter. Il a dû habiter à Paris à un moment donné. Bon, bref, vous verrez sur internet. C'est pas très important. Avant ça, il y a quand même des gens qui ont un petit peu réfléchi à des choses. Notamment, il y avait le duc de Toscane qui était allé voir Galilée pour avoir des résultats par rapport au lancer de dés. Mais sinon, à part ça, non, les Grecs n'ont jamais abordé le hasard. Les mathématiciens du Moyen Âge, que ce soit les mathématiciens arabes ou les mathématiciens chrétiens, non plus, n'ont pas étudié le hasard. C'est resté pendant très longtemps. Alors, et même, pour savoir, Pascal Fermat, c'est essentiellement du dénombrement et ainsi de suite, mais il a fallu attendre en fait 1933, donc la première moitié du XXe siècle, pour que Andrei Kolmogorov fasse une formalisation axiomatique des probabilités, de la même manière que toutes les autres théories mathématiques, pour que les mathématiciens considèrent ça comme une vraie science et pas juste un truc au hasard. Mais, petite bon, on dit un fun fact en anglais, et je ne sais plus comment dire en français, anecdote historique, fait amusant, fait insolite, voilà, ce serait comme ça qu'on le dirait en français. Petit fait insolite, le premier traité écrit entre guillemets au cours de probabilité, etc., c'est Pascal qui l'a écrit et c'était Géométrie du hasard. Et oui, parce que en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne disait pas mathématicien, mais géomètre. Et oui, la géométrie, c'est extrêmement important. Voilà. Bon, après Solaius, probabilité conditionnelle, événement B sachant A, probabilité non nulle, tout ça, on va voir ça immédiatement et vous allez voir que c'est extrêmement simple en fait. Alors, donc là, Miro est en train de se reconnecter. Donc, qu'est-ce que c'est que la notion de probabilité conditionnelle? On va pour l'instant commencer simplement avec un arbre. On va dire qu'on a un événement A comme ça ici. Et ici, on a son événement contraire, non A. Donc ça peut être par exemple, on lance une pièce de monnaie, pile ou face. On a un entretien d'embauche, on est accepté, on n'est pas accepté, on a un rendez-vous avec une nana, elle nous accepte, elle nous rejette, bref, ça peut être ce que vous voulez qui est binaire. Et ensuite, on a une deuxième étape avec un deuxième événement qui lui aussi est binaire. Voilà. En fait, c'est pas obligatoire que ça soit binaire, hein, parce qu'on pourrait faire avec trois issues, peu importe. C'est juste qu'on fait binaire parce que c'est le plus simple possible et que vous allez voir que déjà avec ça, on peut faire pas mal de trucs. Mais ça pourrait être un dé à 6 faces et on aurait 6 possibilités. Donc la notion de probabilité conditionnelle, c'est que, mettons qu'on est ici, allez, pour fixer les dés, on va dire qu'on a une probabilité de 1 tiers ici. Donc un tiers de succès, 2 tiers d'échec. Ok. Bon, et là, mettons qu'on est, je sais pas moi, un quart, trois quarts. Voilà. Eh ben, ici, la probabilité qui est là, c'est la probabilité de B, sachant que ben, on a déjà eu le succès de A, en fait. Parce que si on est A, c'est qu'on est déjà passé par A. De la même manière que ici, ça, ce sera la probabilité de B, sachant A bar. Donc pour imaginer, en fait, c'est comme si vous prenez des portes. Voilà, on prend la porte A, ben, à ce moment-là, on a deux choix, la porte B, la porte B bar. Voilà. Et ici, je pourrais mettre, je sais pas moi, 1 cinquième, 4 cinquième. Voilà, par exemple. Ok. Donc ça, le 1 quart qui est là, ça correspond à P de B, sachant, c'est la notation qui a été choisie pour le lycée. Après on verra pour le supérieur que c'est une notation légèrement différente, mais on s'en fiche, c'est juste une notation, c'est pas ça qui est important. Donc ça, c'est pour illustrer concrètement comment est-ce que ça se calcule. Et la probabilité qui est là à la sortie, la feuille, c'est la probabilité qu'on est A et la probabilité qu'on est B, donc c'est-à-dire la probabilité de A inter B. D'accord. Et ça, c'est plus petit. Pourquoi est-ce que c'est plus petit? Parce que les probabilités sont des nombres entre 0 et 1. Si on multiplie des nombres entre 0 et 1, ben, ça fait des nombres qui sont plus petits.
Je rappelle que quand on avait étudié les fonctions en seconde, on avait vu que la parabole. Alors attendez, parce que là j'écris dans un petit coin, tout petit, c'est pas très bien. Je rappelle que la parabole, voilà, elle fait comme ça, donc ici on a 1, et que la diagonale, elle est au-dessus sur l'intervalle 0,1. D'accord? Ça c'est y égale x, et ça c'est y égale x carré. Donc la courbe x carré sur l'intervalle 0,1, elle est en dessous de la courbe y égale x. Donc ça veut dire que 1 demi est plus grand que 1 demi au carré. D'accord? Voilà. Une autre façon plus simple de voir ça, c'est que si on multiplie des fractions dont le numérateur c'est 1, ça veut dire que, ou de façon générale, si on multiplie par des nombres qui sont inférieurs à 1, ça veut dire que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc ça veut dire qu'on divise plus que ce qu'on multiplie. D'accord? Voilà. Donc ça, P de A sachant B, ça s'obtient en faisant le produit. P de A inter B, pardon, ça s'obtient en faisant le produit de ces deux probabilités. C'est le principe multiplicatif de l'arbre. Donc ça veut dire qu'ici ce serait 1 tiers fois 1 quart. Donc ce qui fait un douzième et qui est donc plus petit que 1 tiers et plus petit que 1 quart. Ok? Mais surtout, si on remplace par ce que c'est, ça veut dire que P de A inter B, le 1 tiers on l'a obtenu, c'était la probabilité de A, et le 1 quart on l'a obtenu, c'est la probabilité de B, sachant A. Et de là, on déduit la formule, P de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B divisé par P de A. Et ça, on pourrait dire, oui, mais alors là, c'est un peu du bricolage, etc. Non, ça, c'est pour donner de l'intuition à ceux qui sont à l'aise avec les arbres, parce qu'en général, les arbres de probabilité, les gens, ils trouvent ça assez simple. Si vous ne trouvez pas ça simple, ne vous inquiétez pas, on va voir la vraie définition. La vraie définition, c'est qu'on va faire une représentation de l'univers des possibles. Une expérience aléatoire, c'est simplement une expérience dont on sait les issues qui sont possibles, mais on ne sait pas laquelle va arriver. Par exemple, est-ce que demain il va pleuvoir ou il va pas pleuvoir? Ça c'est un ensemble qui est binaire, d'accord? Il y a deux possibilités, il pleut versus il pleut pas. À l'avance on ne le sait pas, mais on peut quand même cartographier en disant que il y a l'événement A, il pleut, il y a l'événement A bar, il pleut pas. Et donc maintenant, on va avoir nécessairement un autre événement, par exemple l'événement B, voilà. Et cet événement B, il va partager une partie qui sera avec A bar et une partie qui sera avec A. Par exemple, le Paris Saint-Germain va gagner son prochain match. Évidemment que sa probabilité de gagner ne sera pas la même s'il pleut ou s'il pleut pas, mais il n'empêche que c'est un événement qui va se produire, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Bon, c'est un peu un mauvais exemple parce que dans la vraie vie, si jamais il pleut vraiment beaucoup, l'arbitre il peut décider d'arrêter le match, mais voilà. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, la probabilité que vous rencontriez votre patron demain. L'événement, votre patron, vous allez le rencontrer ou vous n'allez pas le rencontrer, vous allez quand même aller au travail. D'accord? Voilà. Alors, toujours est-il que, ici, ce qu'on va avoir, c'est que, ici, si on veut la probabilité de B sachant A, ça veut dire que on veut zoomer sur la partie qui est commune, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre cette partie-là, que je vais mettre, par exemple, en vert. Donc, cette partie-là, d'accord? Cette partie-là, ça correspond à A inter B. Et donc, on a un nouvel univers où on est uniquement dans cette poche. Ou pardon, pour être plus précis, on a un nouvel univers, on va mettre ça ici, on va mettre ça en rouge, voilà, comme ça. Voilà. Donc on est dans la partie A. Ok? On est dans la partie A. Comme ceci, on va faire le A en rouge et on va faire le B en orange. Voilà. D'accord? Donc on est dans cette partie A et donc du coup, en fait, on a fait un zoom où on a récupéré que la partie A. Donc maintenant, A il joue le rôle de l'univers parce qu'on sait, hein, je rappelle, là, si on va ici, on sait que A est réalisé, hein, on est là. On regarde cette probabilité là, c'est la probabilité de B, sachant que A est déjà été réalisé. Donc puisque A il est réalisé, il n'y a plus l'alternative en fait. Donc on est dans ce monde-là. Par exemple, on sait qu'il a plu. On sait qu'il a plu. Quelle est la probabilité que le match se joue quand même? D'accord? Et donc dans ce cas-là, cette probabilité-là, c'est toujours la même, mais sauf qu'elle est rapportée à la mesure de celui-là. C'est ça le truc. Ça, c'est inter B. D'ailleurs, je vais remettre ces vraies couleurs, voilà. Ok, ça c'est A inter B. Donc maintenant, la mesure, elle ne se fait plus sur oméga tout entier, elle se fait sur cet univers-là. Voilà pourquoi, ici, on a P de B sachant A, c'est la mesure de ce qu'il y a par rapport à la mesure du cadre.
Donc la mesure de ce qu'est là, c'est P de A inter B, divisé par la mesure du cadre. La mesure du cadre, c'est P de A. Alors ici, ça se voit pas parce que, par exemple, si on fait P de B, bah, c'est la mesure de P de B divisé par la mesure de oméga, mais P de oméga c'est 1, d'accord? Donc c'est pour ça que ça ne joue pas. Si on divise par 1, ça change rien. Ok, voilà. Donc c'est ça la probabilité conditionnelle, c'est comme ça que ça se détermine. Ensuite on va voir des exercices de terminale, les exercices du bac, parce que les exercices de probabilité conditionnelle, ils tombent systématiquement au bac. Donc, les arbres de probabilité et la règle du produit, ce qu'on vient de voir, la partition de l'univers. Alors, partition de l'univers, ça va être tout de suite les grands mots. C'est, imaginons qu'on a un dé à 6 faces, d'accord? On va commencer, ou même un dé à 4 faces. Ça existe, ça s'appelle un dé tétraédrique, d'accord? C'est un truc comme ça, comme ça. Voilà, d'accord? Vous avez ici le trait comme ça. Vous avez une face là, la face arrière 3 et la face du dessous 4. Donc, c'est ce genre de dé, ça existe. Voilà. Et on suppose qu'il n'est pas truqué, etc. Bon. On fait un premier tirage, on a 4 possibilités. Donc au passage, hein, c'est pour vous montrer que c'est pas forcément avec binaire. Et après on fait un deuxième tirage, alors on va regarder que celui-là parce que du coup ça ferait 16 branches, j'ai bon flemme d'écrire les 16 branches. Ok. Donc par exemple on peut s'intéresser à l'événement obtenir 2, sachant qu'on a obtenu 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler A l'événement obtenir 1. Obtenir 1, voilà. Et B l'événement obtenir 2. Donc ça, c'est littéralement P de B, sachant A. Ok? Donc si on fait un dessin, on met les nombres, on met 1, 2, 3, 4. Ici, si on sait déjà qu'on a obtenu, alors attendez, parce que en fait, c'est pas mon dessin est pas bon. Parce que si je fais ça, je fais 2 tirages, en fait, il faut bien que ça c'est oméga 1, on va dire. Là, on est dans une situation où on a oméga 1 croix oméga 2, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des couples de 1-1, c'est-à-dire on a obtenu un au premier tirage, on a obtenu un au deuxième tirage, après on a obtenu un au premier tirage, on a obtenu 2 au premier tirage, jusqu'à blablabla. On a obtenu 4 au premier tirage, on a obtenu 4 au deuxième tirage. Donc c'est-à-dire qu'il y a 16 couples. D'accord? Si vous faites un tableau comme ça, voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là on a le couple 1-1, là on a le couple 1-2, et ainsi de suite jusqu'au dernier où on a le couple 4-4. Donc il y a bien 16 possibilités. D'ailleurs au passage, si on veut nommer ça en compréhension, on peut faire ça de cette manière-là en disant que c'est l'ensemble des couples IJ, tel que I est compris entre 1 et 4, et pareil pour J. Donc c'est une façon plus compacte d'écrire ça, mais si on n'était pas flemmard, on pourrait l'écrire, et voilà. Donc ce qui veut dire que si je veux représenter mon univers, bon allez, je vais le faire, parce que comme ça, je vous le montre sur le tableau, ça sera peut-être plus clair comme ça. Alors attends, 1, 2, 3, 4, oui d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, que j'étais en dehors de la boîte. Voilà, 4, 4, là c'est 3, 4. L'ordre est important, hein. Ça c'est pour dire premier dé, d'accord? On va mettre ici premier dé et deuxième dé, ok? Voilà, donc là c'est 2, 4, là c'est 2, 3, là c'est 2, 2, là c'est 2, 1, là c'est 3, 1, là c'est 3, 2, là c'est 3, 3. Voilà. Je sais pas, je dois avoir des problèmes de motricité, j'écris vraiment très très mal, c'est incroyable. Voilà. Donc si on sait qu'au premier tirage on a eu 1, bah, ça veut dire que si on reprend le même code couleur, comme ça représente le premier tirage, ça veut dire qu'on est ici. Donc si on sait déjà cette information, on n'est plus dans la même situation que quand on dit simplement hey, on a lancé 2 dés successivement. On a lancé 2 dés successivement, il y a 16 issues possibles. Si on a lancé 2 dés successivement, mais qu'on sait que le premier dé il vaut 1, on n'a plus que 4 résultats possibles. Donc si par exemple j'ai dit que B c'était le fait d'avoir 2, d'accord? La probabilité d'avoir 2 au départ, ou même pour être plus précis, parce que c'est oméga 1 c'est le premier tirage, oméga 2 c'est le deuxième tirage, la probabilité d'avoir 2 au deuxième tirage, hein, donc c'est P de B. D'accord? Si on veut être précis, P de B, où B c'est exactement obtenir 2 au deuxième tirage.
Ben, là, à ce moment-là, il faut regarder tous ceux qui sont sur la colonne qui est là. B, je l'avais fait en orange, voilà. Tous ceux qui sont sur cette colonne-là. Ok, donc il y a à nouveau, il y avait 4 possibilités au départ. Donc au départ, P de B, c'était 4 possibilités sur les 16. Donc une chance sur 4. Ok. Maintenant, si on fait la probabilité de B sachant A, c'est 1 sur 4. Alors vous me direz, ouais, mais c'est la même chose. Eh oui, mais sauf que, en fait, c'est pas ça qu'il faut comparer. Il faut comparer, c'est avec P de A inter B. P de A inter B, P de A inter B, c'est une chance sur 16. Parce que P de A inter B, c'est-à-dire avoir 1 au premier tirage et avoir 2 au deuxième tirage. Il n'y a qu'un seul couple qui satisfait ça. C'est celui-là. D'ailleurs, pour vous en convaincre, au passage, de 1 sur 16 à 4 sur 16, on a fait x4. Pour vous en convaincre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une situation légèrement différente où le premier dé il va être avec 6 faces et le premier dé avec 4 faces et le deuxième dé avec 6 faces. C'est juste pour des questions comme ça, j'ai créé les 6 à l'horizontale et les 4 à la verticale. C'est juste pour ça. Il n'y a pas de raison autre que ça. Voilà. Ici 1, 2, 3, 4. Donc là, on a toujours pareil. Le D1 c'est pour les lignes et le D2 c'est pour les colonnes. Alors pourquoi j'utilise cette convention? Parce que quand on va faire les matrices, c'est comme ça qu'on code les matrices ligne-colonne. Voilà, c'est un choix arbitraire, mais c'est un choix qui a été fixé de cette manière-là. Donc là on a un 1, là on a un 2, là on a un 3, là on a un 4, là on a un 5, là on a un 6, là on a un 2, 1, pardon, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Et voilà. Donc là, on a 4 fois 6, 24 possibilités. Donc si on reprend exactement les mêmes événements que tout à l'heure, avec le même codage couleur, ici, la probabilité d'avoir 1 au premier tirage, c'est toute cette ligne-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a 6 événements sur 24. D'accord, la probabilité d'avoir 1 au premier tirage, c'est 6 sur 24. Et là, il se trouve que ça fait 1 sur 4. Puisqu'en fait, le premier dé, il en a 4. Donc ça n'a rien changé, en fait. Ça veut dire que c'est une ligne sur les 4 lignes, en fait. Voilà. Par contre, la probabilité de B, ici, c'est d'avoir 2 au deuxième tirage. Là, on est au deuxième tirage. Donc c'est ici qu'il faut regarder, c'est 1 sur 6. D'accord, la probabilité d'avoir 2 au deuxième tirage, c'est 1 sur 6. C'est 4 sur 24, ça fait 1 sur 6 aussi. Parce que là, je l'ai raisonné en isolant le deuxième dé. Mais si je prenais tout ça, il y en a 4 sur 24. D'accord, je vais le réécrire là pour que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'entourloupe. 4 sur 24, ça fait 1 sur 6. Ok, donc là, il y a deux façons de raisonner. Soit je compte là les 4 que j'ai entourés sur le total des 24, soit je raisonne un peu et je dis, bah oui, mais au deuxième tirage, il y a 6 faces, et c'est choisir une face parmi les 6, donc c'est 1 sur 6. D'accord, les deux raisonnements sont valides, et voilà. Et donc maintenant, si on s'intéresse à P de A inter B, P de A inter B, c'est le truc qui est là. Donc c'est 1 sur les 24 possibilités, parce que A inter B, c'est au départ. Il faut faire très attention, le A sachant B ou le B sachant A et le A inter B, c'est pas du tout pareil. Le A inter B, c'est a priori. Le B sachant A, c'est a posteriori, c'est-à-dire une fois que ça s'est passé. Donc c'est normal qu'on ait une mise à jour de l'information. Ok. Donc là, du coup, c'est 1 sur 24. Et maintenant, si on fait P de B sachant A,
Donc il y a deux façons de le voir. Il y a une première façon de voir, c'est on sait que A c'est produit, donc on est dans les rouges, donc on a 6 possibilités. D'accord? Et c'est une de ces 6 possibilités. Et puis c'est tout. Et sinon, si on fait la définition, P de A inter B divisé par P de A, donc c'est-à-dire 1 sur 24 divisé par 1 sur 4, 1 sur 4, attention, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc c'est-à-dire multiplié par 4 divisé par 1, le 1 se simplifie, et le 4 sur 24 se simplifie, et on retrouve le 1 sur 6. Ok, maintenant prenons un exemple plus concret, que tout le monde a connu. Imaginons, il y a une nouvelle maladie qui arrive, et on dit que la probabilité, on va mettre en pourcentage, on va dire qu'il y a 20% de risque de choper la maladie. Bon, au passage, 20% on peut aussi le mettre en fraction. Il y a donc 80% de ne pas choper la maladie. Ok, très bien. Et après, on fait des tests. Parce que le principe, c'est quand il y a une nouvelle maladie, on a d'abord cette nouvelle maladie, on voit les gens, on voit les symptômes, etc. Et puis après, on essaye de construire des tests pour anticiper. Vous allez voir dans un instant. Ok, très bien. Alors imaginons que le test au début, il n'est pas super fiable parce que c'est nouveau, on ne connaît pas trop, mais quand même, il est de l'ordre de 80%, 20%. Pour les gens qui sont malades, et pour les gens qui ne sont pas malades, alors là il est encore plus faible, il est à 70%. D'accord, 0,7 ça fait quoi? Ça fait 7 sur 10. Bon, on va laisser comme ça. Et 30%. Ok. Donc ça, cette probabilité-là, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Donc cette probabilité-là, c'est de 4 cinquièmes ou 80%. Ok. Ici maintenant, si on fait cette probabilité fois cette probabilité, c'est la probabilité de T inter M, c'est-à-dire a priori la probabilité que le test soit positif et que la personne soit malade. Donc dans ce cas-là, c'est le produit des probabilités, donc c'est 1 cinquième fois 4 cinquièmes, ce qui fait 4 25e, c'est-à-dire donc 16%. D'accord? 4 fois 25, ça fait 100. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait calculer, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne n'est pas malade. Donc ça, c'est 70%. Ok, donc 7 sur 10. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la probabilité que le test soit positif et que la personne soit malade. Ne soit pas malade, pardon. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on fait le produit des deux. Donc ça fait 4 cinquièmes fois 7 sur 10. Donc là, on peut simplifier par 2. Et du coup, ça nous fait 14 sur 25. Autrement dit, on multiplie par 4. 4 fois 4, 16. 4 fois 1, 4, 56%. Et donc maintenant qu'on a ces deux-là, on peut calculer, parce que si on fait une représentation, dans le monde réel, on n'a que deux possibilités. Soit on est malade, soit on n'est pas malade. Et le test, il est positif dans certains cas avec les personnes malades et dans certains cas avec les personnes non malades. Donc T, il est bien à cheval sur les deux. À cheval, ça se note mathématiquement en réunion. On dit que T, c'est la réunion de T inter M. Donc le test est positif et la personne est malade. Union, le test est positif et la personne n'est pas malade. Comme la personne ne peut pas être malade et pas malade en même temps, c'est ce qu'on appelle des unions disjointes. Donc la probabilité de T, c'est la somme de ces probabilités. C'est la probabilité de T inter M plus la probabilité de T sachant M. Pardon, la probabilité de T inter M plus la probabilité de T inter M bar. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et ça, c'est ce qu'on appelle une partition de l'univers. C'est la partition la plus simple où il n'y a que deux possibilités. On pourrait imaginer une partition. Une partition, c'est juste qu'on découpe. On a un événement A1, un événement A2, et par exemple un événement A3. Et après, tout événement, il serait à cheval sur la partition. Donc c'est pas la peine de faire 15 000 découpages. Si vous comprenez comment ça marche avec 2, ça marche pareil avec 3, 4 et ainsi de suite. Voilà, et donc du coup, ça, on revient à comment est-ce qu'on l'a calculé. On l'a calculé en faisant le produit des branches, c'est-à-dire en faisant P de T égale P, on avait cloisonné par M, P de M fois P de T sachant M, plus P de M bar fois P de T sachant M bar. Alors petite information, il y a une liaison entre celui-là et celui-là. C'est-à-dire qu'il suffit de connaître l'un des deux et on connaît l'autre. Alors que ces deux-là,
ne sont pas du tout liés. Parce que le conditionnement, c'est pas les mêmes branches. D'accord? Celui-là, il a été obtenu en passant par cette branche-là. Celui-là, il a été obtenu en passant par cette branche-là. Donc ils ne sont pas connectés. Par contre, ces deux événements, si, ils sont connectés. Parce que soit on est malade, soit on n'est pas malade. Donc la probabilité de pas malade, c'est 1 moins la probabilité d'être malade. Ben voilà, c'est ça la formule des probabilités totales. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site, comment ça s'appelle déjà, APMEP, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Et on va, je crois que c'est apmep.fr, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et il y a les annales des baccalauréats, par exemple. Tac, 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 tac. Où est-ce que c'est? Ils ont changé leur interface, mais on va retrouver ça rapidement. Tac, tac, tac. Des concours et des maths, les jeux au fil des maths, blablabla. Bon, il y a beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? Actualité régionale, oui, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors je vais chercher annales. Voilà, annales terminale. Ah non, ça c'est annales terminale technologique, annales bac brevet. Alors, les annales du bac terminal général, voilà. Enseignement depuis 2021, et donc on va prendre l'année 2025. Et là, on va aller sur l'année complète, comme ça nous permet de voir les différents sujets. On va augmenter la police pour que ça soit très clair, et on va commencer par le premier sujet. Et boum, qu'est-ce qu'on voit? Exactement la situation qu'on va avoir. Donc pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur, les connexions des employés transitent aléatoirement via 3 serveurs distants notés A, B et C. Donc ça veut dire qu'on va avoir un arbre ternaire avec 3 branches. Donc ces serveurs ont des caractéristiques techniques différentes et les connexions répartissent de la manière suivante. 25% des connexions transitent via le serveur A, 15% via le serveur B. Le reste, donc 25 et 15, ça nous fait 40. Donc le reste, c'est 60% via le serveur C. Donc en fait, c'est le serveur C qui est le plus important. Les connexions à distance sont parfois instables lors du fonctionnement anormal des serveurs. Les utilisateurs peuvent subir des déconnexions pour différentes raisons. Saturation du serveur, débit internet insuffisant, attaque malveillante, mise à jour de logiciel, blablabla. On dirait qu'une connexion est stable s'il ne subit pas de déconnexion. Donc là, c'est binaire, connexion, enfin stable ou pas stable. Voilà. Ici, on a des informations. 90% des connecteurs serveurs via le serveur A sont stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est passé par le serveur A, donc on a 25% de chance de passer par le serveur A. Si on sait qu'on est passé par le serveur A, alors on a 90% de chance d'être stable. Donc la probabilité de stable, sachant A, c'est 90%. Ça, c'est une probabilité conditionnelle sans que ça ait été dit. Voilà. Et pareil pour les autres, blablabla. Et donc on a l'arbre. ABC, les 3 branches, avec 25%, 15%, 60%. Et ensuite ici, 90%. Donc on peut déduire ici, c'est 10%. Ensuite, après, le deuxième sucre, c'est 80% pour les serveurs stables B. Donc ici, c'est 80%, ici, c'est 20%. Et ici, c'est, où est-ce qu'il est? Ici, 85% et 15%. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement le même genre de question. Après, dès d'entrée, que la probabilité que le serveur soit stable et qu'il passe par le serveur B, c'est quoi? C'est P de B inter S. Donc c'est probabilité de B, c'était 15%. Ici, c'est 80%. Donc c'est 15% fois 80%. Voilà, on va faire ça vite fait pour vous montrer que, allez, il se reconnecte, bah, le serveur est pas stable. Donc on a A, on avait dit 25%, d'accord, donc c'est un quart hein, au passage. Voilà, ici on avait dit 15%, voilà, et ici 60%. Donc 60%, ça fait 6 sur 10, donc 3 sur 5. Voilà, et après on avait ici, lui c'était 4, merde, c'était, ouais c'est S et S bar, tiens voilà, et c'était 80%, 20%, et lui c'était, j'ai oublié comment c'était. Ah non, l'autre c'était 90, c'est lui 89. 80, 20, ok. Et le dernier on s'en fiche, donc ce qu'ils nous ont demandé c'est P de B inter S, donc c'est le produit des deux. Donc c'est-à-dire 15 sur 100, alors 15 sur 100 on peut simplifier par 5, ça fait 3 sur 20, d'accord, et fois 80 c'est 4 sur 5. Donc là on peut simplifier par 4,
Voilà. Donc ça fait que ici il reste 5, ça fait 3 sur 25. Et 3 sur 25, ça fait 3 fois 4, 12 sur 100, 12%, donc 0, 12, et c'est exactement la valeur qui était donnée, d'accord? Petit cadeau, où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Vous voyez? Voilà. Après, c'est inter S bar, bon ben voilà, il faut calculer ici, c'est toujours pareil. Donc vous voyez que l'exercice 1, c'est la blague absolue, et après déterminer la probabilité de S, ben donc du coup il faut faire P de A inter S, plus P de B inter S, plus P de B C inter S. Voilà, donc c'est vraiment, entre guillemets, débile. Après ça c'est les variables aléatoires, ça on verra ça dans une prochaine leçon. Voilà, donc là, je vous ai montré que les probabilités de première sont utiles déjà pour la terminale, et elles sont utiles dans la vraie vie, puisqu'il y a énormément de situations qui se modélisent de cette manière-là. Voilà, et ben c'est tout. C'est tout, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc c'est surtout, il faut comprendre. Et en plus, vous avez vu, situation de type, exemple, faux, positif, etc. C'est exactement des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et donc, il faut être capable de bien comprendre comment ça se formalise et bien comprendre le langage français. D'ailleurs, justement, j'étais avec un élève en cours d'informatique, en prépa, hein, en prépa MPI, mathématiques, physique et informatique. Et il n'avait pas compris la phrase le cas échéant. Le cas échéant, ça veut dire bah, le cas où ça se produit, le cas où la condition est réalisée. Lui, il avait compris que c'était le cas échouant. Donc il avait dit, ah bah non, c'est que si jamais ça se passe pas. Bah non. Donc comprendre le français, c'est important pour comprendre les énoncés. Et pas seulement pour les exercices, pour la vraie vie en fait. Parce que plein de problèmes arrivent dans la vie parce que les gens ne se comprennent pas bien. Voilà. Pouce vers le haut, abonnement, ça n'est pas déjà fait, commentaire, partage, tout ça, et à très bientôt.